Je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Boris Proulx, correspondant parlementaire au Devoir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va évidemment commencer avec cette question-là qui est importante. Le Canada n'avait pas le choix, devait rattraper les autres pays de l'OTAN, était considéré comme un cancre parmi les pays de l'OTAN en dépenses militaires. Mais reste que c'est quand même un changement de culture. Alors, est-ce qu'on a pris le bon virage, Catherine? Je pense que oui. Je pense que c'était le bon moment de le faire pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'il y a ce sommet de l'OTAN dans environ 2 semaines. Vraiment, si on ne veut pas avoir l'air d'un cancre, il faut faire quelque chose. Par contre, je dirais que cette cible, elle sera désuète aussi dans 2 semaines environ, parce que ça se pourrait qu'on l'augmente à 5 au lieu de 2 mais au moins, le Canada aura atteint cette cible, ou du moins l'atteindra très bientôt. La deuxième chose que je mentionnerais, c'est que bon, c'est le bon moment aussi pour M. Carney de faire ces grandes dépenses-là. Bon, donc, on ajoute 9 milliards de dollars. C'est quand même une somme considérable. Mais en ce moment, M. Carney a une lune de miel. Il peut se permettre, là, justement, de peut-être avoir ces décisions là, financières là, peut-être un peu plus importantes. Donc, je pense que c'était le bon moment et il fallait le faire, et surtout pour marquer cette différence avec l'ancienne administration de M. Trudeau. D'accord avec ça, Joël Denis? C'est le bon moment pour faire avaler un peu la pilule? Oui, mais aussi, surtout, pour annoncer une nouvelle stratégie industrielle liée à la défense. C'est-à-dire que le gouvernement canadien veut maintenant maximiser les retombées économiques pour les compagnies canadiennes. Dans le passé, historiquement, ça a été le cas, quand on investit dans les militaires, 80 de ces dépenses-là aboutissaient dans les coffres de compagnies américaines. Maintenant, on veut rapatrier ces dollars pour que ce soit au Canada dans une proportion de 70 et aussi participer à l'effort de réarmement en Europe. Donc, ça veut dire que les entreprises canadiennes qui se spécialisent ou qui ont un lien avec la défense pourraient profiter largement d'une manne. Ça va entraîner des retombées économiques importantes pour ces entreprises-là et peut-être développer un secteur militaro-industriel au Canada fort important qui, par la suite, peut avoir une application civile. Aux États-Unis, c'est la stratégie. On finance beaucoup de recherche-développement dans le domaine militaire qu'on applique par la suite dans le domaine civil. Donc, ça rapporte gros sur le plan militaire, mais aussi sur le plan civil plus tard. La question que je me pose par curiosité, c'est, je suis pas sûre qu'on ait la fibre militaire ici au Canada. On n'a pas une grande histoire militaire, après tout. Est-ce que Mark Carney va réussir à convaincre les Canadiens en général du bien fondé de cette démarche-là? Excellente question. J'ai l'impression que l'annonce d'aujourd'hui, c'est beaucoup pour convaincre ses alliés qu'il va rencontrer au G7 à Kananaskis le mois prochain. On veut donner le message que le Canada est un partenaire fiable, qui est capable de faire des grandes choses très vite. Mark Carney profite de sa lune de miel. Maintenant, auprès des Canadiens, des fois, le diable est un peu dans les détails. On a vu avec tous les scandales d'approvisionnement du type GC Strategies, quand on a voulu faire l'application pour téléphone intelligent Arrive-Can, ça a très mal fonctionné. Le système d'approvisionnement du gouvernement fédéral est long et compliqué, c'est douloureux pour l'industrie. Donc, est-ce qu'on va être capable de réussir ces défis-là très importants? Surtout que M. Carney va aller vite. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Bon, alors, revenons sur l'autre question importante, ce dont il a été question la semaine dernière, c'est-à-dire faire du Canada une économie au lieu de 13, comme l'a répété à plusieurs reprises M. Carney en campagne électorale. C'est un peu la pierre d'assise là, de son gouvernement, on dirait. C'est un projet de loi archi-complexe. Qu'est-ce qui retient l'attention d'abord de ce projet de loi? Est-ce que M. Carney va réussir à ce pari-là? C'est un projet de loi compliqué, oui, mais il y a 2 parties vraiment. Il y a la partie construction des grands projets, et on pense en particulier à Pipeline, ou en tout cas à ses composantes les plus controversées. Ça va être la partie difficile, on peut dire. Et il y a la partie une économie au lieu de 13, qui est la reconnaissance des normes provinciales pour les biens et services, pour les appellations professionnelles et tout. Ça, d'après moi, ça va être super consensuel. Le Bloc québécois réagit aujourd'hui en disant ça, on peut faire passer ça tout de suite, alors que de prime abord, les souverainistes québécois ou même le gouvernement du Québec de François Legault avait beaucoup de problèmes avec cette idée-là d'une économie canadienne et non 13. Mais la façon dont le gouvernement Carney a présenté ça, c'était finalement plutôt... on se restreint à tout simplement, le fédéral peut adopter les règles ou les normes que les provinces font. Donc ça, c'est accueilli. Je pense que ça va être très facile à passer. Maintenant, le gros morceau, ça va être
est-ce qu'il y a un pipeline, oui ou non. Il y a des attentes très grandes pour un pipeline dans l'Ouest canadien. Et il y a des attentes aussi que l'autonomie des provinces, comme le Québec, l'autonomie aussi des Autochtones, leur droit de refuser des pipelines. Il y a ces deux attentes-là qui sont complètement contradictoires. Le jeu politique va se dérouler devant nos yeux, je pense, là, plus probablement à l'automne. Là. Pour l'instant, le projet de loi est déposé. Oui. Et donc, est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi, Joëlle Denis-Catherine? Est-ce que ça va être difficile à faire passer, du moins cette partie-là du projet? Je pense que M. Carney n'a pas encore réalisé qu'il a un gouvernement minoritaire, ou sinon il va le réaliser bientôt, parce qu'il veut absolument que ce projet de loi-là passe avant l'été, donc avant de partir dans moins de 2 semaines maintenant. Actuellement, bien, ce serait très difficile. En fait, les comités parlementaires ne sont même pas en place. Le Bloc québécois et le NPD, j'imagine, mais le Bloc québécois surtout ne veut surtout pas qu'on passe ça sans en débattre, sans entendre les experts là-dessus, sans des consultations significatives. Alors, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Boris, cette solution peut-être de diviser le projet de loi en deux, ça pourrait être une option là, si jamais on veut vraiment respecter là, cette promesse là, d'avoir une économie au lieu de 13, voilà, avant la fête du Canada, c'est ce que M. Carney avait promis. Maintenant, les évaluations environnementales, je pense que ça va être excessivement difficile. Et je me demande si M. Carney était sérieux quand il a dit qu'il serait prêt à siéger cet été pour faire passer ce projet de loi. Là, je ne le sais pas, je vous l'avoue. Est-ce qu'il serait prêt à siéger, vous pensez, Bien, il ne pourrait pas y arriver seul. Il se prend le consentement des autres partis politiques. Mais il est clair, comme vous l'avez mentionné, Catherine, que cette politique, c'est la pierre angulaire de la politique économique du gouvernement Carney. On mise beaucoup là-dessus pour dynamiser l'économie canadienne et faire en sorte que ce soit plus facile de construire des grands projets, surtout pour attirer à nouveau l'intérêt des investisseurs. Parce qu'au fil des années, parce que ça prenait trop de temps pour trouver des projets, les investisseurs se retiraient du pays à l'ailleurs parce que ça prenait entre 10 et 15 ans pour avoir le feu vert pour, par exemple, exploiter des projets miniers. Et ça, c'est trop long aux investisseurs. On veut un peu plus de prévisibilité, certitude, c'est ce que vise le projet de loi. Maintenant, il y a une joute parlementaire qui s'engage. Elle sera difficile pour M. Carney. Il y a de l'opposition qui se manifeste, le Bloc québécois, le NPD. Le Parti conservateur est favorable, mais il reste aussi que les Premières Nations auront leur mot à dire. Et sans l'approbation des Premières Nations, ces beaux projets sont peut-être voués à l'échec parce que ça, c'est une approbation qui sera indispensable à mes yeux. Oui, Catherine. Non, j'ajouterais, en fait, il y a vraiment urgence et je peux comprendre le contexte actuel où, justement, on s'inquiète beaucoup pour l'industrie de l'aluminium, pour l'industrie de l'acier actuellement, avec les droits de douane de M. Trump. Donc, je comprends pourquoi le gouvernement veut aller vite, mais en même temps, il y a la réalité, là, c'est qu'on ne siège qu'encore pour quelques jours, donc il faut... je pense que ça va devoir attendre à l'automne. Et il y a toute la machine gouvernementale aussi, que M. Carney connaît peu, dans le fond. Oui. Parce qu'on ne peut pas passer d'un pays qui prend 10-15 ans à octroyer des contrats à un pays qui prend 2 ans. Oui. Alors, est-ce que M. Carney connaît assez bien la machine? Est-ce qu'il va s'adapter? Je pense qu'il est en train d'imposer son style, d'aller au pas de course, de gouverner plus rapidement, de prendre des décisions plus rapidement. On l'a vu dans ce dossier-là, mais aussi dans le dossier de l'approvisionnement militaire. Je pense qu'il va y avoir des gros changements. Il y a un changement de culture qui s'opère. Ça va être difficile, long, mais je pense que M. Carney a démontré une certaine détermination à avoir gain de cause pour assurer que la machine gouvernementale soit au service des Canadiens, au service de la population, au service des entreprises, et non pas une machine qui ralentit le tout. Et c'est un peu la nouvelle culture qui s'impose. On le voit tranquillement, pas vite. Oui. Boris, est-ce que M. Carney va frapper un nœud, à un moment donné, dans sa détermination à faire avancer les projets? Je pense que oui, parce que pour beaucoup de projets, il propose de faire une évaluation environnementale au lieu de plusieurs. Ça a été sa promesse de campagne. Mais maintenant, laquelle? La question lui a été posée, puis il a semblé dire, ben oui, pour un projet transfrontalier, ça prendrait une évaluation fédérale, donc une entente avec la province où la province pourrait déléguer en quelque sorte son autorité de faire ses évaluations environnementales. Ça peut passer dans certaines provinces, les provinces peut-être les plus pressées de voir ces projets-là avancer, mais d'après moi, ça va passer très, très mal au Québec, là, où, au contraire, l'histoire nous a montré que le Québec ne délègue pas ses pouvoirs comme ça au gouvernement fédéral. C'est vraiment comme ça. Mais la façon dont le projet de loi est écrit, c'est sûr que ça donne énormément de pouvoir aux ministres. Donc, il y a aussi la question du Parlement. Est-ce que les parlementaires seraient prêts à déléguer tout leur pouvoir à l'exécutif? On dirait que ça serait plus un gouvernement majoritaire qui pourrait se permettre ça. On est dans un contexte minoritaire. Il faut le rappeler peut-être à M. Carney. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Catherine. Merci.